dans cette affaire, la France raconte des histoires à la planète tout entière. Je vais aborder cette question sous 3 angles. Oui. Vous avez l'angle du droit international, vous avez l'angle du droit maritime et vous avez l'angle purement économique. À partir de là, on comprend qu'il faut faire attention aux États. Et c'est pour cette raison que ces pays qui nous dominent aujourd'hui, je vous ai envoyé ces cartes-là pour qu'on voie. Je voudrais qu'on commence par la première. Bon, oui, celle-ci. Cette carte, quand vous la regardez, vous voyez très bien que, au fond, ce qui est en jeu, vous voyez tout ce qui est en bleu, les fameuses zones économiques des îles éparses et les zones économiques exclusives des départements français. Ça représente, tout ça là, va leur permettre, au niveau des îles éparses seulement, là où vous voyez, c'est écrit Bassas d'India, etc. Vous voyez que c'est 640 000 km². Et vous avez Juan da Nova, c'est une toute petite île, mais ça c'est le complexe des îles éparses. Quand vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez clairement que la France, en réalité, contrôle le canal du Mozambique. Je vous ai envoyé également un texte, mais on le verra après les cartes. La France contrôle le canal du Mozambique. Mais c'est quoi le canal du Mozambique? Mais le canal du Mozambique, madame, c'est 5000 navires. C'est 30% du trafic maritime, du trafic pétrolier et gazier mondial. Et quand ça fait 5000 navires et ça fait l'équivalent de 700 millions de tonnes de brut qui passent par là chaque année. Ça veut dire en moyenne 2 millions de tonnes par jour. Je vais faire une comparaison. Le Nigeria, qui est l'un des premiers producteurs africains, ne produit que 1,2 million de tonnes par jour. Mais vous avez 2 millions de tonnes qui passent par là en moyenne par jour. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, et vous voyez qu'à l'est, là, vous avez la Réunion, vous avez Tromélin, de toutes petites choses comme ça. Vous voyez que Madagascar est carrément encerclé. Et vous comprenez encore ce que je vous disais tout à l'heure, l'encerclement de l'Afrique, et je vous parlais justement de cette partie de la zone de l'Afrique, de l'océan Indien. Lorsque vous mettez une base militaire à Mayotte, juste là, vous voyez que la RDC n'est pas loin. Donc on a encerclé toute l'Afrique. Oui. Si on tient compte du fait que de l'autre côté de l'Afrique, c'est-à-dire dans la zone sur l'océan Atlantique, vous avez Sainte-Hélène qui appartient aux Anglais, et qu'un peu plus loin au nord de Madagascar, vous avez Diego Garcia. Et Diego Garcia, aujourd'hui, les Américains viennent, ils sont en train d'activer tout ce ils ont placé là-bas des porte-avions, ils sont en train de se préparer et ils finalisent la mise en place d'une base de drones qu'ils sont en train d'activer. Vous voyez comment on encercle, les autres encerclent le monde. Mais les Français, de manière générale, avant d'arriver spécifiquement sur Mayotte, ceci nous permet de comprendre le contexte de tout ce qui se passe à Mayotte, c'est qu'ils ont besoin de contrôler le canal de Mozambique. 700 millions de tonnes de brut par an, 5000 navires par an, 30% du transport de l'énergie. Mais il y a mieux. Dans cette zone, madame, vous avez des ressources dans cette zone qui sont extrêmement importantes. Et ces ressources représentent quelque chose de tellement gros que vous vous demandez comment est-ce possible même que les Africains, ne serait-ce que pour ça, ne se réunissent pas. Cette zone-là, madame, c'est l'équivalent quand même de 500 milliards de mètres cubes de gaz. 500 milliards de mètres cubes de gaz, de réserve. Hein? Et c'est l'équivalent de 12 milliards de barils de pétrole. 12 milliards. Vous comprenez pourquoi les gens n'ont aucun intérêt. Puis on peut nous montrer l'autre carte que j'ai envoyée, la deuxième carte, pour qu'on voie. Alors vous voyez cette carte, vous voyez qu'il y a du pétrole partout, les gisements d'hydrocarbures partout. Toute cette zone, regardez. Regardez les gisements d'hydrocarbures. 12 milliards de barils de pétrole potentiel, 5 000 milliards de mètres cubes de mètres cubes de gaz. Regardez bien. C'est ça, la bagarre. Mais pas les histoires de... Il faut laisser les choses que les ministres français racontent, le bavada qui raconte. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça le vrai problème, c'est ça.
il y a du pétrole, des hydrocarbures partout. Et vous voyez que quand vous observez les zones dites, les zones économiques exclusives de la France, mais c'est la France qui est partout. Et vous regardez les îles dites sous souveraineté française, c'est la France qui est partout. C'est-à-dire qu'ils sont au nord du canal, ils sont au sud du canal. Et l'Union européenne va les soutenir à fond dans cette affaire, et tout le G7 va les soutenir à fond dans cette affaire parce que ça leur permet de contrôler tout ça. Voilà la vraie situation. 5000 navires chaque année, 14 navires étaient des tankers, et là on parle de tankers. Les 5000 navires, ce n'est pas tous les navires. On parle des navires qui transportent les hydrocarbures. Il y en a 14 par jour. 14 tankers qui passent par là par jour. Voilà le vrai problème. Voilà la vraie chose qui crée tout ce qu'on raconte là. On vient vous dire, ouais, il veut créer une base. En fait, il y a déjà une base à Mayotte. C'est une deuxième simplement. C'est une deuxième, effectivement. Et donc, du coup, ils ont commencé à dire, non, on veut simplement renforcer, on veut faire ci, on veut faire ça. Le fait est que, compte tenu des tensions actuelles dans le monde, et ils ont donné la justification, malheureusement, sur laquelle les gens ne s'arrêtent pas beaucoup. La justification, c'est que les Russes ont décidé, les Russes veulent les bousculer en Afrique partout. Et donc, dans cette zone qui a 5000 milliards de mètres cubes de gaz et 6 milliards, 12 milliards de mètres cubes 12 milliards de barils de pétrole, ils ne vont pas laisser les Russes venir les sortir de là. Parce que le Mozambique qui est juste là, vous voyez Beira. Beira, là, c'est le Mozambique, hein, Nakala et tout ça. Or, c'est la grande zone d'exploitation pétrolière autour de Beira et dans le nord du Mozambique, où, comme par magie, des djihadistes sont apparus il y a quelques années. Comme par magie. C'est-à-dire que, observez quelque chose, une autre constante. Les djihadistes n'apparaissent généralement que quand les pays européens et les pays occidentaux se retrouvent sur votre territoire. Posez-vous quand même la question de savoir pourquoi il n'y a pas de djihadistes au Malawi. Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas au Lesotho? Mais il y en a au Mozambique. Regardez la richesse en hydrocarbures. C'est ça qui appelle les djihadistes, c'est-à-dire qu'on vous crée du chaos et on pompe vos ressources. Parce que pendant le peu de maigres ressources que vous pouvez avoir, le temps que vous avez, les ressources humaines que vous les consacrez à vous battre contre les mercenaires qu'ils envoient et qu'ils appellent terroristes, pendant ce temps, ils pompent vos ressources. Voilà le fond et voilà le vrai problème auquel sont confrontés tous ces gens-là. Comprenons donc maintenant, madame, si on peut venir après les problèmes de droit international, les problèmes les questions économiques. Est-ce qu'on peut avoir le texte pour qu'on voie le problème de droit international? Et là, vous comprenez pourquoi ces gens, ils nous fatiguent et pourquoi les Africains doivent se réveiller et se mettre ensemble. Il y a un principe, ce principe-là, dans le droit international, c'est le principe de l'uti possidetis juris. Si on peut remettre, je ne sais pas comment il peut faire la mise en place pour que les téléspectateurs voient bien de quoi il s'agit. Le principe, ça veut dire quoi? C'est que vous posséderez ce que vous possédiez déjà. C'est ça le principe juridique. Vous posséderez ce que vous possédiez déjà. C'est-à-dire que c'est un principe d'intangibilité quand on l'applique au territoire. Et le principe donc dit que vous ne pouvez pas déterminer librement les frontières des États. Si vous devez déterminer librement les frontières des États, chacun se lèverait le matin et dira « voilà la nouvelle frontière, voilà comment ça se passe ». Et vous verrez qu'en 1960, on va essayer d'appliquer. En 1960, en prenant 2 cas dans cette zone, voilà le principe. Et il signifie quoi? Quelque chose d'extrêmement important. Il signifie quelque chose qui dit que les États souverains nouvellement formés doivent conserver les frontières intérieures que leur zone dépendante précédente avait avant leur indépendance. Les îles éparses, c'est en janvier 60, le 1er janvier 60, que la France va faire un décret qui va séparer les îles éparses de Madagascar. Oui. C'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance, on va défaire Madagascar d'une partie de son territoire. Mais c'est pour ça que Madagascar les poursuit. Ça, c'est le principe juridique. Et l'autre principe, et vous allez aller donc dans ce qu'on appelle l'archipel des Comores, ils vont organiser une sorte de référendum en instrumentalisant un certain nombre de personnes. Et c'est ce référendum qui va donc conduire à ce qu'ils appellent Mayotte aujourd'hui. C'est contre le principe de l'uti possidetis juris. Parce que Mayotte faisait partie des Comores. Donc ça veut dire qu'un État nouvellement indépendant ne peut pas être déposé d'une partie de son territoire. Tout à fait.
C'est ça, les problèmes de fond. Laissons les débats, allons sur les questions de fond. Et c'est là où les Occidentaux ont le plus peur des Africains. Parce qu'ils savent que quand on arrive là, ils ne peuvent pas nous battre. Là, ils peuvent pas. Ils peuvent nous battre sur plein de choses encore pendant un moment, parce que je suis sûr que d'ici quelques temps, ils pourront nous battre nulle part. Mais là, ils ne peuvent pas nous battre. On peut le lire, on peut le comprendre. Donc, ils ont pris les îles et pas, ils ont enlevé. Ils sont allés, ils ont enlevé Mayotte avec ça. Et il y a 2 résolutions qu'ils ne respectent pas par rapport aux îles Espace 74 et 80. Et depuis longtemps, le Madagascar est à l'ONU en train de parler de ça. Et il y a des résolutions par rapport à Mayotte qu'ils ne respectent pas. On leur a demandé, compte tenu du principe de l'outil-possibilité juriste, d'aller engager les négociations à la fois avec Mayotte et avec Madagascar. Ils refusent de le faire. Les Comores. Entre Madagascar et les Comores, ils refusent de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils font appliquer quelque chose de très bizarre qu'on appelle l'effectivité de possession. Un autre faux prétexte. En fait, ça, c'est une interprétation qui va ressortir la Cour internationale de justice et le monde entier va poser les mains sur la tête. Ça sort d'où l'effectivité de possession? Le principe de l'effectivité de possession, c'est que c'est nous qui y sommes. Oui, mais si vous violez précédemment le principe de l'outil possédé sur juriste, comment vous allez justifier votre possession effective? Ça veut dire que vous n'y êtes pas, vous avez tort, vous avez faux, vous êtes des voleurs. C'est vous qui êtes contre, vous êtes en fait, vous entravez la loi. Nous devons... Pourquoi est-ce que les gens vont attendre que les Comores aillent porter ce genre de problème? Ils sont combien? Ils ont quelle puissance? Ils représentent quoi? C'est un tout petit espace comme ça, vous avez vu la carte. Quand on montre même la carte du canal de Mozambique, on ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est le nom qu'on met qui vous fait savoir qu'ils sont là. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle des pays, c'est tout petit. Voilà pourquoi les Africains doivent se mettre ensemble. Parce que quand vous avez 5 000 milliards de mètres cubes de gaz, mais vous ne les laissez pas. Vous ne laissez pas les Comores se battre tout seul. Parce que les Comores ne vont pas consommer ça tout seul. Quand vous avez 12 milliards de barils de pétrole, les Comores ne vont pas consommer ça tout seul. Quand vous avez un trafic de 5 000 tankers par an, mais ce n'est pas les Comores qui vont gérer ça tout seul au Madagascar. Vous vous levez et vous allez, en tant qu'Afrique, le faire. Il y a quelques jours, j'ai interpellé le président de l'Angola ici, qu'il faut s'attaquer, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, s'attaquer aux questions essentielles. Mais on ne s'attaque pas aux questions essentielles. 12 soldats sont tués, Camerounais sont tués, quelques soldats nigérians, il y a des attaques. Où est votre armée africaine? Votre armée africaine est où? Si l'Union africaine avait une armée, il l'aurait déployée là-bas depuis. Tout à fait. Il suffit, nous avons 54 États membres, ben il suffit que chaque État membre envoie 2000 soldats. Ça fait 108 000 soldats. Vous déployez 30 000 soldats dans le Sahel, vous croyez que quelqu'un va parler encore là-bas? Vous allez à la RDC, vous en déployez 10-15 000. Qui va encore parler là? Vous allez là. France Bavard raconte des histoires. Vous allez là au niveau du canal de Mozambique, vous déployez 50 000 soldats. Vous dites ici, c'est nous, c'est chez nous. Point. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose. Ces gens ne sont pas arrivés là en venant se dire, en venant prier le Notre Père. Ils sont arrivés là avec des armes, avec des soldats. Et vous voulez les déloger de là en faisant les prières du dimanche et les prières du vendredi. Quelqu'un vient nous dire que ouais, ils sont musulmans. Il faut laisser ça. Et il faut qu'on arrête de nous attaquer entre nous. Même si on a un président qui n'y arrive pas, on l'aide. On le pousse à faire ce qu'il faut faire. Parce que la difficulté que nous avons dans ces problèmes internationaux, c'est de nous tirer dessus, entre nous. Or, c'est ça qu'ils veulent. Si nous commençons à nous entretuer, à nous tirer dessus les uns sur les autres, ça leur permet de continuer à pomper nos ressources. On a des présidents qui sont incompétents, ça on le sait. On a certains qui sont même compromis, ça on le sait. Tout à fait. Mais à un moment donné, nous devons savoir que nos querelles internes, nous devons les taire pour défendre notre terre. Peut-être parce que ce sont ces présidents qui prennent les décisions. On leur parle, on ne tire pas sur eux. Je crois que l'un des principes que le panafricanisme a adopté depuis que nous sommes là et que nous le défendons, ce n'est pas que nous sommes contents de tous ces gars-là. Pas du tout. D'ailleurs, on sait que dans certains forats qui ne sont pas forcément les nôtres, mais ils sont critiqués au vitriol. Par contre, face au reste du monde, ce sont d'abord nos frères. Il n'y a aucune raison qu'on leur coupe la tête. Parce que c'est ce que les autres veulent. Or, chaque Africain dont nous coupons la tête, c'est un affaiblissement. Nous nous affaiblissons. Nous avons quelque chose qu'on a perdu. Et tant qu'on perd quelque chose, eux, ils sont contents. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Et aujourd'hui, la question qui se pose là, au niveau de ce qui se passe là-bas, je vais vous dire mon point de vue.
vous avez un allié objectif comme la Russie qui s'y oppose. En fait, vous avez quelqu'un qui n'y a directement aucun intérêt, qui vient vous dire non, il ne faut pas laisser ça, que la sécurité doit être garantie partout, y compris dans l'océan Indien. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous en profitez. Le problème, c'est une façon de tendre la main, justement. Mais la Russie est en train de dire nous pouvons vous aider à régler ça. Le problème, c'est que vous avez 54 chefs d'État qui ronflent. Ils ronflent. Nous devons les réveiller et les mettre au travail parce qu'ils doivent justifier pourquoi ils prennent nos avions. Ce n'est pas leurs avions. Pourquoi ils dorment dans nos palais? Pourquoi ils roulent dans nos voitures? Ce n'est pas leurs voitures. Pourquoi ils portent le titre de président de nos pays? Ils doivent justifier ça. Et donc là, aujourd'hui, madame, l'élément essentiel, l'un des éléments intéressants de diplomatie, c'est la Russie qui nous tend la main, qui nous dit « nous sommes prêts à vous aider à régler ce problème ». Il n'y a pas 1000 moyens de régler ce problème. La seule façon de régler ce problème, c'est de déployer 50 000 soldats africains là-bas et de mettre les armées de tous ces pays-là en alerte, de s'assurer que ceux qui n'ont rien à faire dans le canal de Mozambique n'y soient pas. C'est aussi simple que ça. Vous pensez qu'on va régler le problème du monde comment? En étant là tous les jours en train de faire le salam alek aux gens? À un moment donné, il faut arrêter ça. Et d'ailleurs, ces gens-là, puisqu'ils ont des problèmes là-bas en Europe et un peu partout dans le monde, après, nous pouvons discuter avec eux et voir comment on leur vient en aide. Mais avant ça, je répète le principe de l'un de leurs plus vieux présidents, François Mitterrand. Faites comme chez vous, chez moi. Faites comme chez vous, chez moi. Ça veut dire, vous reconnaissez que c'est chez moi. Ensuite, vous comportez conformément aux valeurs de chez moi et vous obtiendrez peut-être quelque chose.